François Bernier, médecin et grand voyageur français, publie anonymement en 1684 dans le Journal des savants un court essai au titre évocateur Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d'hommes qui l'habitent. Dans ce texte, il propose de diviser l'humanité en 4 ou 5 grandes espèces ou races sur la base de caractéristiques physiques qu'il dit avoir observées lors de ses voyages. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'un auteur tente un classement global de toutes les populations humaines, non plus simplement par continent ou par religion, mais par des critères qu'il pense biologiques. La forme du visage, la taille, la couleur de peau, la texture des cheveux et d'autres traits encore. Bernier distingue une première race qui englobe l'Europe, l'Afrique du Nord et certaines parties de l'Asie, puis une deuxième race pour l'Afrique subsaharienne, une troisième pour l'Asie orientale et enfin une quatrième pour les Lapons, un peuple arctique autochtone qui vit sur un territoire situé au nord de l'actuelle Suède, de la Finlande, de la Norvège qu'en Russie. Point important, il ne hiérarchise pas explicitement ces catégories dans son essai. Il ne défend pas l'idée qu'une race serait naturellement supérieure à une autre. À ce stade, il se contente surtout de relever des différences, qu'il croit être d'origine héréditaire. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour voir la véritable naissance du racisme moderne, c'est-à-dire l'affirmation qu'il existerait des catégories biologiques fixes, homogènes et inégales dans l'espèce humaine. Ce basculement va s'opérer dans le contexte de l'âge des Lumières et de l'essor des sciences naturelles lorsqu'on appliquera aux humains les méthodes de classification utilisées pour les animaux et les plantes. En effet, en 1735, le naturaliste suédois Carl von Linné, encore appelé Carolus Linnaeus, publie la première édition de son Systema Naturae, immense compilation taxonomique du vivant. Dans les premières éditions, Linné range l'homme dans le règne animal sans subdiviser l'espèce humaine en catégories fixes. Mais dans la 10e édition de Systema Naturae, parue en 1758, il introduit explicitement une classification de l'espèce humaine en plusieurs variétés, qu'il associe aux grandes régions du monde. Il définit ainsi classiquement 4 groupes principaux: Homo americanus ou amérindien, Homo europaeus, à savoir les Européens, Homo asiaticus, les Asiatiques, et Homo afer, les Africains. Il attribue à chacun de ces types d'hommes des caractères physiques et moraux stéréotypés. Les Amérindiens seraient rouges, colériques, obstinés et gouvernés par la coutume. Les Européens, blancs, sanguins, ingénieux, seraient inventifs et gouvernés par les lois. Les Asiatiques, basanés, mélancoliques, seraient arrogants et gouvernés par l'opinion. Tandis que les Africains seraient noirs, flegmatiques, paresseux, avec le nez épaté, les lèvres tuméfiées et gouvernés par le caprice. Il plaque sur chaque groupe humain des jugements de valeur alignés sur les préjugés européens et dresse une hiérarchie implicite. L'Européen civilisé et raisonnable se trouve au sommet et l'Africain dépeint comme indolent et négligent se retrouve en bas de l'échelle. En systématisant ainsi les couleurs noir, blanc, rouge et jaune, ainsi que des stéréotypes physiques et comportementaux corrélés à l'origine géographique, Linné jette les bases savantes du racisme. Ainsi, parce qu'il donne à l'idéologie d'une inégalité naturelle entre races une caution de scientificité malgré l'arbitraire de ses critères, il peut être considéré comme le père du racialisme. Comme le note la Linnean Society, le travail de classification de Linné fait partie des racines du racisme scientifique moderne, ayant servi à déshumaniser les non-européens et à justifier l'esclavage et le génocide colonial. Après Linné, c'est Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, grande figure de l'histoire naturelle française, qui va proposer la fameuse théorie de la dégénération pour expliquer la diversité des peuples. Selon lui, il existerait un type humain originel, idéal, incarné par l'Européen blanc. Toutes les autres races seraient, en quelque sorte, des versions altérées de ce type, modifiées au fil du temps par le climat, la nourriture et les mœurs. En 1749, dans son Histoire naturelle, Buffon affirme par exemple que la peau noire des Africains est due à la chaleur tropicale et à une moindre civilisation. Mais il ajoute que si l'on civilisait ces populations et qu'on changeait leur environnement sur plusieurs générations, elles pourraient, je cite, s'améliorer et revenir vers le teint clair originel. Autrement dit, sa théorie de la dégénérescence place l'Européen comme modèle supérieur et considère les autres comme des déviations inférieures, mais pas totalement irréversibles. Buffon représente un racialisme climatique du XVIIIe siècle où l'on pense encore que l'environnement, plus que la biologie pure, explique les différences humaines, mais où l'on n'en hiérarchise pas moins les peuples selon leur proximité avec l'archétype européen. Après Linné puis Buffon, la pensée racialiste atteint une nouvelle étape avec les travaux du naturaliste allemand Johann Friedrich Blumenbach. En 1775, il publie sa thèse sur les variétés naturelles de l'espèce humaine. En s'appuyant sur des mesures craniologiques comparatives, Blumenbach propose une classification de l'humanité en 5 races.
caucasienne, blanche, mongole, jaune, éthiopienne, noire, américaine, rouge et malaise, brune. Comme d'autres avant lui, il place les caucasiens en premier, affirmant qu'il s'agit de la variété la plus belle, la plus ancienne et la plus apte. En somme, le type originel de l'humanité selon lui. À l'instar de Buffon, il explique les autres races comme le résultat d'une dégénérescence à partir de ce type caucasien primordial causé par des facteurs climatiques. Il contribue ainsi à populariser l'idée que les Européens caucasiens seraient la référence esthétique et originelle de l'espèce humaine. Il faut retenir que l'adjectif caucasien, encore employé aujourd'hui pour désigner les personnes blanches, vient directement de Blumenbach, qui jugeait les habitants du Caucase particulièrement beaux et considérait cette région comme le berceau de l'humanité. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Caucase est une chaîne de montagnes qui sépare l'Europe de l'Asie. Les habitants de cette région sont appelés caucasiens. C'est à partir de cette appellation géographique que Johann Friedrich Blumenbach forge le terme caucasien pour désigner selon lui la race blanche. À la fin du XVIIIe siècle, les bases de la pensée racialiste moderne sont posées. L'humanité est désormais souvent représentée comme subdivisée en quelques races naturelles inégales, définies par la couleur supposée de la peau, blanc, noir, rouge, jaune et d'autres traits physiques, chacune étant affublée de caractéristiques morales ou intellectuelles stéréotypées. Cette vision pseudo-scientifique va servir de justification puissante à la traite des Noirs, à la colonisation du XIXe siècle et, plus généralement, à la domination européenne sur le reste du monde. En entrant dans le XIXe siècle, cette grille de lecture raciale se renforce, se durcit et devient un véritable socle idéologique au service de politiques expansionnistes et ségrégationnistes. Elle va se cristalliser et donner naissance à un racisme ouvertement hiérarchisant et structuré. Je vous invite maintenant à me suivre dans la dernière partie de notre voyage, celle où les hiérarchies raciales vont s'affirmer, s'enseigner et s'imposer, parfois jusqu'à aujourd'hui, dans nos imaginaires collectifs et nos institutions.